Messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, merci. Le topo s'intitulait « Lactate quand y penser », mais bon, j'aurais pu vous faire une liste en 5 minutes et c'était fini. Je pense qu'il est plus intéressant de comprendre ce qu'est le lactate pour mieux l'utiliser où que l'on soit aux urgences ou en réanimation, ça ne changera pas grand-chose. Donc le plan sera le suivant, c'est... on reviendra un petit peu à la biochimie pour comprendre comment se forme le lactate et dans quelles circonstances, discuter un petit peu de son métabolisme, puisque c'est évidemment primordial pour bien comprendre son évolution, rappeler les choses essentielles que l'on sait sur le lactate, sa valeur pronostique dans différentes pathologies, y compris effectivement dans des situations d'urgence, sa valeur diagnostique et éventuellement son utilisation thérapeutique. Alors c'est effectivement quelque chose que l'on connaît depuis longtemps. Ça a été décrit dans les années 1780, d'abord dans les fermentés, puis mesuré dans les organismes morts. Finalement, sur un plan biochimique, on a fait la relation que l'on avait tous appris entre hypoxie et lactate. Et puis ça a été mesuré dans le sang d'un patient d'abord mort, puis dans le sang d'un patient vivant. Il n'y avait pas énormément, pour le moment, d'utilisation thérapeutique. Voilà les auteurs des publications Princeps. Alors, lactate, c'est effectivement une molécule déjà ancienne. On a appris, je pense que ça continue à s'apprendre dans les écoles de médecine, que c'est un métabolite toxique. Et moi, pour moi, le lactate, c'était mise en jeu de métabolisme anaérobie. C'est quelque chose qui est un déchet. Par contre, le biochimiste, lui, depuis longtemps, les papiers des années 30, 40, 50, voit ça comme un métabolite intermédiaire du métabolisme des carbohydrates et des métabolismes des acides aminés, et en aucun cas comme quelque chose qui peut être considéré comme un déchet. Le lactate se forme de cette façon, c'est une vue, on va dire, rapide de la glycolyse, avec une portion qui se fait dans le cytoplasme et une portion qui se fait dans le mitochondrie. Lorsque tout va bien, lorsqu'on a de l'oxygène en quantité suffisante, vous savez qu'une molécule de glucose fait de l'eau, du CO2 et 34 plus 2, 36 ATP en tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est censé fournir de l'énergie. Et le lactate, il se fait là, entre guillemets, en équilibre avec le pyruvate par l'intermédiaire d'une enzyme qui est la LDH. Et normalement, il se forme, on le reverra après à peu près, 10 fois 10 molécules de lactate pour une molécule de pyruvate. La physiologie normale veut que lorsque tout va bien, que l'on a de l'oxygène, le pyruvate, grâce à une enzyme qui s'appelle la PDH, rentre dans la mitochondrie et rentre plus tard dans le cycle de Krebs. Alors par convention, on appelle la première partie anaérobie parce qu'elle n'a pas besoin d'oxygène pour fonctionner. Et la deuxième partie est dite aérobie parce qu'effectivement, il lui faut absolument de l'oxygène pour fonctionner. Alors le pyruvate, finalement, est probablement le métabolite intermédiaire qui fixe la concentration de lactate. Et de façon claire, vous avez vu, c'est une loi d'équilibre, le lactate augmente quand la production dans le cytoplasme de pyruvate excède son utilisation. C'est-à-dire, on fait beaucoup de pyruvate, il n'en rentre pas assez dans la mitochondrie, on va faire du lactate. Alors le lactate peut venir d'un certain nombre, de réactions chimiques, la réaction de Krebs, je vous l'ai dit, mais il peut se transformer en acide aminé, il peut se transformer en oxaloacétate. Ce sont des voies que l'on va considérer un tout petit peu comme accessoires. On va surtout se concentrer sur la voie du cycle de Krebs. Alors, lactate et hypoxie, d'où vient cette relation que l'on considère comme ancienne? Elle vient, on va revenir simplement au schéma classique, lorsque vous n'avez plus du tout d'oxygène. Ce qui est une situation qui n'existe pas beaucoup dans l'organisme, parce qu'elle n'est pas viable très longtemps. Vous savez qu'on a des réserves d'ATP qui ne sont pas très importantes et qu'au bout de 1, 2, 3 minutes, on n'a plus grand-chose pour fonctionner. L'arrêt cardiaque étant, on va dire, le côté ultime de cette situation anaérobie. Lorsque vous n'avez plus du tout d'oxygène, pendant une situation, un temps déterminé, le cycle de Krebs va s'arrêter. C'est ici. Donc, pas du tout de production d'ATP. La chaîne mitochondriale va s'arrêter. Il va s'en suivre un certain nombre de réactions qui sont des réactions assez logiques sur le plan métabolique. Et le rapport ATP-ADP qui est ici va baisser, le rapport NADH-NAD va augmenter, et tout ceci va avoir comme conséquence d'activer une enzyme, une espèce de rétrocontrôle, qui est la phosphofructokinase, et qui dit, écoutez, là, dans cette partie-là, je ne peux plus fonctionner, je n'ai plus les moyens de faire de l'énergie, je vais donc accélérer cette enzyme. Cette enzyme, elle va servir à quoi? Elle va accélérer la glycolyse normale, elle va faire fabriquer beaucoup plus de pyruvate. Donc vous allez utiliser beaucoup plus de glucose pour fabriquer beaucoup plus de pyruvate. Malheureusement, le piège est toujours là. Vous ne pouvez plus rentrer dans la mitochondrie parce que finalement, le chemin est bloqué parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène.
Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Puisque vous ne pouvez pas faire du pyruvate, vous allez faire du lactate. D'accord? Et ce lactate, une fois qui va être produit, il va pourvoir par cette partie-là, NAD, NADH, servir à faire un tout petit peu d'ATP, ce qui va vous être mis ici. Et c'est donc une réaction qu'on va considérer comme une réaction plutôt salvatrice, qui est une réaction qui n'a pas un très bon rendement énergétique. Hein, vous vous souvenez, pour une molécule de glucose, on en faisait 2 ici, 34 ici. Ben là, pour une molécule de glucose, vous allez faire 2 ATP. N'empêche que 2 ATP, c'est mieux que rien. Et comme vous allez accélérer votre glycolyse, ben vous allez en faire. Et donc, vous allez faire augmenter votre pyruvate. Il ne peut pas rentrer dans la mitochondrie, il va faire du lactate. Et donc, la boucle est bouclée. Et donc, on arrive, lorsqu'on a une hypoxie, qu'elle soit localisée, généralisée, plus ou moins durable, avec un taux de lactate qui est mesurable, qui est augmenté. Il y a beaucoup plus de lactate que de pyruvate, donc le rapport lactate-pyruvate que l'on ne mesure pas en pratique clinique parce que c'est plutôt difficile sur le plan biochimique. Il faut en ramener le prélèvement très rapidement, il faut qu'il soit dans l'acide perchlorique, etc. Le rapport va être très élevé, supérieur à 10, 15, 20, 30, 40. Vous allez utiliser beaucoup de glucose. Et effectivement, ce n'est pas un très bon rendement énergétique, hein, ce n'est pas une très bonne opération sur le plan énergétique. N'empêche que c'est un mécanisme adaptatif qui va vous permettre de survivre. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de base de formation du lactate. Depuis quelques années, on connaît un deuxième mécanisme et il faut rendre à César ce qui est à César. Et c'est James qui a publié, mais au cours on va dire, d'une longue période expérimentale, hein, qui a commencé 10 ans avant, un nouveau concept disant que finalement le lactate pouvait être produit dans des situations où il n'y a pas du tout d'anaérobiose. Et au contraire, il n'y a que de l'aérobiose. Alors le mécanisme qui est décrit maintenant est relativement simple. Le grand coupable, si on peut dire, c'est le stress adrénergique. C'est-à-dire vous êtes agressé, vous produisez de l'adrénaline. Et ce n'est pas spécifiquement l'adrénaline, mais c'est la partie bêta-2 de l'adrénaline qui est responsable de ça. L'adrénaline, elle fait son travail. Sur le cytoplasme, elle fait augmenter l'AMP cyclique, hein, ce qui est le second messager. Et l'augmentation de l'AMP cyclique a des effets métaboliques qui fait qu'on transforme notre glucogène, on fait de la glycogénolyse en pyruvate. Et le pyruvate, lui, va se transformer en lactate et va circuler. Cette réaction produit un petit peu d'énergie, et cette énergie, elle sert ici à faire fonctionner une pompe qui est probablement la seule pompe dont on va dire qui est cruciale pour notre organisme. C'est celle qui permet de garder le sodium à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Si cette pompe s'arrête, le sodium va rentrer dans la cellule, et la cellule, par oncose, va exploser, et puis la fonction va s'arrêter. Et donc, c'est un mécanisme aussi qui est relativement intéressant, puisque finalement, sous la stimulation adrénergique, vous allez mobiliser des sucres qui sont stockés, c'est-à-dire qui ne sont pas à utilisation immédiate et rapide. Vous allez en faire du lactate, le lactate va circuler, va aller dans le foie, va être régénéré en glucose et va aller dans des organes qui ont besoin de glucose, qui sont glycogéno-dépendants, notamment le cœur et le cerveau. Donc ça a un certain coût énergétique, ça sert à fonctionner une pompe, et c'est aussi un mécanisme, on va dire, adaptatif dans les états de stress. Et ça existe, je vous montre un certain nombre de papiers sans aller plus loin là-dessus, dans tous les types d'états de choc. Donc on l'a démontré au laboratoire, mais ça a été démontré aussi en clinique, dans l'état de choc septique, ça a été démontré dans l'état de choc hémorragique, ça a été démontré dans l'état de choc traumatique. C'est un mécanisme qui est constant. Et donc, lorsque vous avez affaire à une hyperlactatémie chez un patient, vous avez 2 grandes étiologies. On va les revoir après les étiologies. Hein. C'est soit c'est hypoxique, et ça c'est facile en général. Vous savez, un patient qui a un arrêt cardiaque, clairement, quand vous lui faites un gaz du sang, un post-resuscitation, vous avez 10 millimoles, vous dites, bah, OK, je n'ai pas beaucoup à chercher, même s'il y a probablement une petite part d'adrénaline qui joue là-dedans. Soit vous avez bien réanimé votre patient, vous avez encore une hyperlactatémie, pouvez-vous poser des questions. Et cette fois-ci, le mécanisme inflammatoire rentre en compte. Peu importe sur la façon de raisonner avec le lactate. Alors, si vous prenez l'ensemble de ces 2 étiologies, lorsque vous réfléchissez en termes d'où vient mon lactate, eh bien, il peut venir d'hypoxie tissulaire généralisée. Alors ça peut être une saturation SRA, une saturation qui est trop basse, une hémoglobine qui est trop basse, vous avez consommé trop d'oxygène, vous frissonnez, vous convulsez, ou ça peut être un état de bas débit cardiaque. Et là, vous avez un certain nombre de thérapeutiques qui vont être adaptées en fonction de la circonstance. Donc ventilation, transfusion, sédation, expansion, inotrope, vasopresseur, que sais-je. Ça peut être, un peu plus rarement, de l'hypoxie tissulaire localisée. Donc là, vous connaissez l'exemple le plus typique étant l'infarctus mésentérique par obstruction, par exemple, de la mésentérique sup ou de la mésentérique inf. Donc là, vous avez des solutions qui sont la dilatation, la chirurgie. Et puis, ça peut être plus compliqué, moins prouvé, des obstructions de la microcirculation et qu'on ne sait pas très bien manipuler.
Et puis là, effectivement, vous avez des thérapeutiques comme les vasodilatateurs. Mais vous avez aussi toute cette partie qui est du lactate non hypoxique, qui est liée au stress, et qui est liée quand même à un médicament qui est beaucoup utilisé. Et là, peut-être que dans la thématique filière urgence, attention, on va le revoir un petit peu après, l'adrénaline n'est pas un très bon médicament pour ça. Elle a des indications, il faut rester à ces indications, mais c'est un médicament qui fait produire du lactate en grande quantité. Alors vous êtes obligé de bien connaître, c'est pas très compliqué, le métabolisme du lactate pour l'interpréter. La valeur normale, c'est 1 à 1,5 millimoles par litre par jour. Vous voyez qu'on en produit quand même 1300 à 1500 millimoles par jour. Ça veut dire que finalement, il en circule très peu par rapport à ce qui est produit. Donc il faut bien que ça soit métabolisé quelque part. Retenez, grossièrement, c'est le foie pour 70 à 80%, et puis un petit peu le rein, un petit peu le cœur, et que le métabolisme dépend un petit peu des circonstances, mais le foie est l'organe majeur qui tient compte du métabolisme du lactate. Et vous connaissez les patients qui sont en insuffisance hépatique, qui ont une hyperlactatémie, mais qui n'ont pas d'état de choc par ailleurs. Simplement, c'est la fonction démonctoire du lactate qui est dysfonctionnante. Alors, à quoi ça sert le lactate? Il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas oublier. Un, le lactate est un excellent marqueur pronostic dans beaucoup de situations, qu'elles soient des situations d'urgence, des situations de réanimation, et on a guère fait mieux. Chaque fois que vous mettez le lactate dans un modèle d'analyse multivariée, il a une certaine tendance à écraser tous les autres paramètres. Ça veut dire que, grossièrement, quand vous en faites et que ça reste longtemps ou qu'il y en a plus dans une situation que dans une autre, c'est un facteur pronostic péjoratif. Ça a été montré, je vais le montrer ici, mais ça a été montré dans toutes les pathologies. Choc septique, choc cardiogénique, polytraumatisé, patient en défaillance circulatoire aux urgences. En gros, ça c'était du patient en choc septique. Si vous regardez cette première figure, vous voyez que manifestement, en fonction de l'évolution du patient, il y a une vraie différence. Les patients qui ne vont pas survivre ont une hyperlactatémie persistante, bien plus élevée que les patients qui vont survivre, qui vont baisser progressivement leur lactate. C'est déjà un papier très ancien. Remarquez qu'à H0, à la prise en charge, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que finalement, l'évolution, elle se fait, l'agression, elle est identique. Les patients sont très agressés. Et puis, il se passe des choses derrière qui font qu'ils réagissent ou pas au traitement. Donc, faites beaucoup de lactate initialement. Ce n'est pas tellement le chiffre initial. Vous pouvez avoir 10, 12, 15 millimoles de lactate. 15, c'est pas toujours très bon quand même. Mais ce qui compte, c'est l'évolution. Notamment, on le reverra après un petit peu, ce qu'on appelle la clairance. Et puis, il y a plusieurs manières de le montrer. Là, ils ont fait par exemple un lact time, c'est-à-dire c'est l'air sous la cour pendant le temps où vous restez avec une hyperlactatémie, qui est aussi un facteur pronostic. En gros, voilà. Le lactate est quelque chose qui est très pronostic. Alors maintenant, en pathologie, on parle beaucoup de clairance du lactate. Il faut clairer le lactate et on dit c'est une espèce de néologisme qu'on utilise beaucoup. Ça vient de l'étude de Rivers, qui avait été, vous vous souvenez, faite dans le service d'urgence de Détroit, 2 groupes de malades randomisés, traités très intensivement sur la CO2 ou traités un petit peu moins intensivement. Et il avait remarqué dans cette étude, il avait utilisé ce paramètre qui est le lactate, lorsqu'on arrive moins le lactate lorsqu'on considère 6 heures après, multiplié par 100 divisé par le lactate à l'arrivée, ça donne un pourcentage. Si la valeur est positive, c'est-à-dire que le lactate a baissé. Si elle est négative, ça veut dire que le lactate a augmenté. Vous vous souvenez un petit peu de cette étude, les gens étaient beaucoup remplis, ils avaient de la ventilation, de la transfusion, des inotropes. Et bien effectivement, on retrouve, c'est des choses qui ont été faites dans un service d'urgence. Et bien les patients qui vont survivre ont bien clairé, ont diminué leur lactatémie de façon importante, 40% en 6 heures, versus les patients qui ne vont pas survivre. Et donc d'emblée, vous pouvez voir une façon d'utiliser le lactate qui n'est pas un dosage ponctuel. Ça veut dire qu'il faut garder le patient un certain temps, mais qui est plutôt un dosage serré. Si vous avez trop peu de thérapeutique, vous allez regarder avant, après. Et l'efficacité thérapeutique, si vous n'utilisez pas d'adrénaline, elle est liée à la baisse du lactate. Et on voyait bien que quand la clairance était à moins de 10%, la mortalité était bien plus importante que quand la clairance était supérieure à 10%. Ça a été retrouvé dans un certain nombre d'autres études. Ce sont à peu près toujours les mêmes choses. Il n'y a pas beaucoup de corrélation entre lactate et SVO2, c'est-à-dire qu'on peut avoir une SVO2 qui augmente un lactate qui ne baisse pas, et vice-versa. Donc attention, ce sont 2 paramètres qui n'explorent pas tout à fait les mêmes paramètres physiologiques, les mêmes paramètres cardio-circulateurs. Ce sont 2 paramètres complémentaires. Si vous faites la tactique qui est recommandée par la Sepsis Campaign, que je vais vous montrer après, par exemple les états de choc, il faut que la SVO2 augmente, et puis il faut que le lactate baisse, et pas seulement l'un et l'autre. Alors, une étude a été faite par l'équipe de Jones il y a un certain temps, qui a comparé, c'est du choc septique, qui a comparé lactate et SVO2.
avec des algorithmes comparables à l'étude de Rivers, et a montré que l'on pouvait utiliser indifféremment soit la clairance du lactate, soit la SVO2, sans qu'il y ait de différence en termes de mortalité. En gros, le message qui est, que ce soit aux urgences, que ce soit en réanimation, mais on verra qu'il y a des algorithmes maintenant un petit peu modifiés qui intègrent les deux. Utilisez la SVO2 si vous avez l'habitude, utilisez le lactate, et au mieux, maintenant, utilisez les deux. C'est-à-dire, faites votre bilan H0, H2, H4, H6, et essayez d'améliorer tous ces paramètres, l'un paramètre et l'autre paramètre n'étant pas exclusifs. Alors, que disent nos sociétés? Prise en charge initiale, donc ça concerne les urgences, les états septiques graves de l'adulte et de l'enfant, vous voyez, hein. Obtenir sans délai un dosage de lactatémie artérielle. Ça, c'est marqué en gros. C'est quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut donner dans vos établissements, aux internes de garde. Quand ils sont appelés pour une hypotension, il faut mesurer en hémato, etc. Il faut mesurer le lactate, et si le lactate n'est pas bon, thérapeutique, il y a un certain nombre de choses qui sont marquées derrière, appel des équipes compétentes, de la sensitive team, etc. Je ne sais pas très bien comment sont faites les choses. Vous voyez, c'est la suite. Deuxièmement, mesurer la concentration de lactate, prélever des hémocultures, antibiothérapie, hypotension, traitement, tous les algorithmes que vous connaissez. Et si vous regardez, ça c'est la traduction française de la version actualisée de la Sepsis Campaign qu'on trouve sur le site. Hein. Il y a quelques fautes de traduction, mais bon, c'est en correct. À effectuer dans les 3 heures, vous voyez, c'est quand même marqué en gros et en gras et en premier. Hein. C'est mesurer le taux de lactate. C'est pour le choc septique, mais c'est quand même une pathologie qui est fréquente. Donc, dès que vous avez un sepsis sévère, une hypotension artérielle, c'est obligatoire. Il faut mesurer le taux de lactate. Et puis, tout le reste, vous déroulez le déroulé de la sepsis campagne un petit peu plus tard. Ça, c'est vraiment des choses, entre guillemets, qu'il faut connaître par cœur. Alors, j'ai mis utilisation du lactate aux urgences. Ça doit intégrer ce que je vous ai dit là. Le lactate, en gros, oui, dans un problème de choc, oui, vous devez le mesurer. Ça peut être un problème, un signe d'alerte dans les problèmes métaboliques et des choses que l'on voit, mais que vous allez voir très rarement maintenant, notamment, par exemple, les maladies métaboliques de l'enfant, mais qui se révèlent tardivement chez l'adulte. On voit de temps en temps des espèces d'hyperlactatémie chez les patients, mais sur des maladies un peu plus rares. Le problème métabolique, oui, évidemment. L'insuffisance hépatique, évidemment. Ce que vous devez bien retenir, hein, l'utilisation, la question était quand penser au lactate, il faut y penser toujours si vous avez les circonstances dans lesquelles il peut se produire. C'est un paramètre évolutif sous traitement. Donc, hein, pas une mesure ne suffit pas. Il faut en faire plusieurs mesures. Et puis, cette mesure doit s'adapter, doit être suivie d'une mesure thérapeutique. L'interprétation, elle est parfois difficile. Et ça, je vous invite encore une fois à bien connaître. Là, c'était des patients, c'est du choc septique, traités par adrénaline ou noradrénaline. Vous voyez que lorsqu'on traite les patients pour les mêmes objectifs hémodynamiques, hein, dans cette étude, on normalisait la pression artérielle, on normalisait le débit cardiaque. Lorsqu'on mettait de l'adrénaline, vous voyez ici la ligne, là, 4, 8, 5, etc., le lactate va monter automatiquement, alors que sous noradrénaline, il va descendre. Ça ne veut pas dire que c'est un signe négatif, que l'adrénaline a vasoconstricté les territoires digestifs et est en train de faire un infarctus mécanique. Ça veut juste dire qu'il se produit un effet métabolique classique de l'adrénaline, mais que pendant ce temps, ces 6 premières heures-là, vous ne pouvez plus du tout utiliser le lactate comme moyen thérapeutique. En gros, maintenant, ça ne devrait plus arriver. L'adrénaline est recommandée dans aucun cas. Elle est recommandée dans l'arrêt cardiaque, dans le choc anaphylactique. C'est quand même 2 situations qui en est d'accord. Dans les états de choc, elle n'est plus du tout recommandée, ou en 2e ou 3e intention. Donc, grossièrement, maintenant, il n'y a plus beaucoup de débat. La noradrénaline est le seul vasoconstricteur à utiliser. Logiquement, vous ne devez plus faire d'adrénaline, donc vous ne devez plus avoir ce problème. Mais connaissez bien quand même ça, parce que ce sont des choses importantes. Et je reviens pour terminer sur un tableau ancien, mais qu'il faut connaître, qui est la classification de Cohen et Woods, hein, qui est ancienne, qui vous disait déjà, à l'époque, vous voyez, 76, hein, on n'a rien inventé. Il y a les acidoses lactiques de type A, où, de toute évidence, il y a quelque chose qui est en rapport avec l'oxygénation tissulaire et une insuffisance d'oxygénation tissulaire, et les acidoses lactiques de type B, où il n'y a pas. Alors, les type A, il faut regarder les étiologies. Normalement, ça ne vient pas aux urgences. Hein. Le sprint, les sprinteurs qui font, ou le marathonien qui a couru ses 42 km, si on lui mesure le taux de lactate, il est élevé, très élevé. Hein. Il y a beaucoup de papiers de physiologie, mais bon, a priori, il n'est pas en état de choc et normalement, il ne va pas aux urgences. Et puis, ça se transforme très vite et le lactate est remangé, entre guillemets, très rapidement par le muscle. Les convulsions généralisées, ça, quand vous avez un état mal convulsif, et même c'est des fois un moyen de faire le diagnostic a posteriori d'un état mal convulsif, vous dites, c'est quand même curieux, ce patient il va tout bien, il a beaucoup de lactate, vous apercevez qu'il s'est mordu la langue, qu'il a uriné, etc. Il n'y a rien de tel pour faire monter la lactatémie, hein, c'est ça. Tout ce qui est tissu hypoperfusion, localisé ou diffuse, et puis des causes un petit peu moins, l'hypoxémie, le CO, hein, l'intox au CO, et puis un certain nombre d'autres intox.
Dans les autres causes, vous avez là où a priori la délivrance en oxygène est bonne, mais l'acidocétose donne des hyperlactatémies modérées, mais donne quand même des hyperlactatémies. La production de lactate par les cellules de lignée sanguine, et notamment, vous savez que une des particularités des cellules de lignée sanguine, c'est qu'elles n'ont pas de mitochondries. Donc, quand elles utilisent du sucre, elles font du lactate obligatoirement. Et quand vous avez une leucémie ou un lymphome avec une grosse masse cellulaire, vous avez une hyperlactatémie persistante qui va fondre sous chimiothérapie. Voilà. Dans le cas du sida, c'est notamment tout ce qui est lié aux antirétroviraux, et ce sont plutôt des formes plutôt graves. Les toxiques, donc les biguanides, les cyanures, bien évidemment. Les bêta-2 agonistes, première description, c'était les aérosols de bêta-2 inhalés dans l'état de mal asthmatique. Donc, on le sait, les bêta-2 vont vous donner de fait le méthanol, le nitrite qu'on n'utilise plus beaucoup, l'alcool, les drogues antivirales. Et puis des choses que vous allez voir très rarement, alors à mon avis pas souvent en urgence, en pédiatrie peut-être, mais pas chez l'adulte. Donc toutes ces erreurs innées du métabolisme. Voilà. En gros, le message, il est mesurer la lactatémie lorsque vous pensez qu'il se passe quelque chose, et notamment sur le plan hémodynamique. Ça, je pense que répéter ce dosage et associez-y, on va dire, un raisonnement clinique et thérapeutique basé sur la physiologie. Je vous remercie.